On a fait un peu le tour. Oui, libre arbitre, donc hein, je choisis pour moi, mais je ne choisis pas pour les autres. Je peux choisir d'être aimé, mais je ne peux pas forcer quelqu'un à m'aimer. C'est important. Ah, c'est vraiment ça. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment intégrer. Alors, je remettrai aussi un truc sur le pouvoir, en fait, hein, en étant beaucoup plus précis. Toujours pareil, le niveau ancestral sur le pouvoir va nous parler beaucoup plus du pouvoir sur l'autre. C'est-à-dire croire effectivement qu'on a besoin d'écraser l'autre. Donc ça vient de notre système pyramidal en fait qui a été beaucoup pratiqué, d'accord. Donc du coup, très souvent pour les personnes, il peut y avoir une forme de culpabilité réelle en fait, profonde en fait, à être dans son pouvoir en fait. C'est-à-dire avoir la perception tout simplement que se poser dans son pouvoir, et bien finalement, il est en train d'enlever quelque chose à quelqu'un d'autre en fait. Voilà. Non, pas du tout. Du coup, c'est comme ça que vous pouvez reconnaître le pouvoir personnel. C'est tout simplement, vous allez vous rendre compte que vous êtes lié à vous-même et que vous ne cherchez plus, il n'y a plus cette recherche d'influencer le monde, il n'y a plus cette recherche ou alors de compétition avec le monde. Il y a juste cette recherche quelque part d'être vous-même en fait et de l'exprimer au mieux en fait, hein, c'est-à-dire de vraiment le déployer en termes de conscience. Alors, le problème de ce libre arbitre, hein, qui pour beaucoup de gens porte à débat, donc le choix, le libre arbitre, le pouvoir, c'est tout relié. Hein, c'est tout lié. Bon, qui porte débat sur plein de gens qui vont dire on n'a pas le libre arbitre, blablabla. Bon, ils n'ont pas assez expérimenté, c'est tout. On l'a. Bon, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une question d'évolution de conscience. Donc au départ, les gens ont un cerveau qui a tendance à tourner en rond. C'est-à-dire qu'il ne va pas chercher des solutions de suite, il va tourner vers de plomb pour chercher une solution. Plus on travaille sur soi et expérimenter sur nous-mêmes, hein, donc on sait comment ça marche, plus on a le cerveau qui commence à aller en ligne droite. Bon. Et là, ça devient une autre histoire, parce que justement, vous apercevez que ce que vous demandez, vous l'obtenez. Là où les gens sont habitués à ce que ça tourne, à tirer à blanc au départ, hein, parce que le système, comme il demande plein de choses contradictoires, et il demande plein de choses en même temps, il obtient un résultat plus ou moins aléatoire. Mais plus notre structure est claire, plus on sait comment on fonctionne, plus on est affirmé, plus ça va en ligne droite. Donc plus d'un coup on demande, on obtient. Du coup, on passe plus de temps à éviter les conséquences de nos choix qu'à vouloir voir ces choix se réaliser. On change pratiquement de jeu, qui nécessite une conscience quand même plus élevée, c'est-à-dire de voir venir les choses de loin. Quand même, plus développé, hein, c'est pas ça que ça veut plus dire. Élevé. Hein. Oui, alors plus élevé dans tous les sens du terme. Ah oui, c'est rond, il faut arrêter d'aller pointer haut. Hein. Si on va vers le haut, on décale la conscience. Donc c'est une conscience vraiment qui... Donc un niveau de conscience plus haut, ça veut dire percevoir les conséquences de ce qu'on demande, tout simplement. Quand la conscience est trop basse, les gens ne perçoivent pas ce qu'ils demandent, quoi. Du coup, heureusement pour eux, ils n'obtiennent pas ce qu'ils demandent directement. En fait, ils obtiennent l'intention qui était derrière leur demande. C'est pour ça qu'ils croient qu'ils n'ont pas le libre arbitre. Mais comme ils ne connaissent pas les intentions, parce que c'est un niveau très subtil, l'intention, c'est pas un niveau mental, ça se situe à un niveau profond, ils comprennent pas que, par exemple, ils ont dit « je veux aimer tout le monde » et puis ils prennent des baffes. Mais ils n'ont pas vu qu'en fait, l'intention c'était « je veux m'imposer aux autres ». C'est devenu, pour s'imposer aux autres, il faut être sympa. Pour être sympa, il faut essayer de dire aux autres ce qu'ils veulent entendre. Puis après, il faut qu'ils nous aiment à tout prix. Donc, il faut que je change qui je suis pour qu'ils m'aiment. Et ça crée plein de schémas, plein de schémas, plein de schémas. Et à la fin, ils sont là, mais je comprends pas, j'essaie d'aimer tout le monde et tout le monde me déteste. Mais en fait, ils ont lancé une intention au départ qui n'était pas la bonne. En plus, il faut les suivre ça parce que les gens qui veulent être aimés par tout le monde ou qui veulent aimer tout le monde, en fait, leur problème de fond, en fait, dans l'intention, c'est qu'ils ne s'aiment pas eux. Donc du coup, même en disant je veux aimer tout le monde, en fait, ils n'y arriveront jamais puisqu'ils ne s'aiment pas eux. Ils font partie du monde. Donc réaliser qu'on fait partie du monde, c'est réaliser qu'on a une capacité à s'aimer soi, c'est-à-dire une notion de respect dans l'individualité, qui finalement n'est jamais réalisée si vous vous cherchez beaucoup plus l'extérieur que finalement cette intériorité, en fait, qui est le fait de se pacifier dans son propre système. Une fois que vous êtes pacifié dans votre propre système, alors on est assez d'accord sur tout au moins comment ça se passe, mais ce n'est pas une question de mental, ce n'est pas une question d'ego non plus, c'est une question de conscience, c'est-à-dire d'arriver à mettre du lien justement, mental, ego et être, de façon à fonctionner avec tous ces éléments-là. Et ces éléments, ils sont beaucoup plus complexes, ils ne sont pas compliqués, ils sont complexes. Encore faut-il accepter tout simplement d'évoluer, c'est-à-dire de retombe sur le démarrage, c'est fou ces questions, de changer sa perception du monde en fait. Ouais, c'est-à-dire, voilà, là on est de toute façon sur la bonne lignée. Changer sa perception du monde, c'est-à-dire par exemple mentalement accepter qu'il y a des choses qui ne vous intéressent pas du tout mentalement, mais accepter quand même que le mental est important. Voilà. Donc tous les systèmes que je peux rencontrer on fait taire le mental,
on casse l'ego. Non. La problématique d'aujourd'hui, c'est savoir les réaligner et mettre ces fonctionnements finalement humains dans les bonnes cases en fait. C'est-à-dire l'ego, il a besoin d'être au niveau du démarrage, il a besoin de s'occuper de la survie. Aujourd'hui, quand on est sur la conscience, on a bien l'ego en termes d'individualité. Effectivement, si vous le mettez aux commandes, c'est le bordel. Ça fait des gens dans l'ego spirituel, dans l'orgueil. Voilà, c'est pareil sur le mental. Si vous le mettez dans l'interaction au monde, c'est-à-dire la réflexion, le raisonnement, la compréhension, c'est un outil qui est formidable, qui est fiable. Si vous le mettez dans l'intellectualisation du monde et dans le contrôle, il ne marche plus. Donc le tout, c'est de savoir les utiliser de manière tempérée et à bon escient. Par exemple, le niveau émotionnel n'est pas gérable par le mental. Ça ne sert à rien d'essayer de réfléchir mentalement vos émotions. Ça ne marchera pas. Le niveau corporel, l'alimentation aussi, est gérée par le corps. Ce n'est pas la peine de donner des méthodes en fait, mentales là-dessus. En fait. Voilà. Sinon, effectivement, on trouvera très, très vite la limite du mental, qui est qu'en fait, lui, il sait répéter ce qu'il connaît, quoi. C'est parce qu'on lui demande de faire ça. Et il sait modéliser. On ne le casse pas, par contre. On lui fout la paix. Moi, des fois, je travaille sur les gens, ils ont le mental, quand on est sur l'énergie, alors moi, il y a beaucoup de fonctionnement là-dedans. Le mental, il est en train de hisser le drapeau blanc. Il dit juste, j'en peux plus, foutez-moi la paix. D'accord? C'est une énergie, c'est une partie de vous qui a besoin effectivement de s'exprimer, mais qui ne peut pas être aux commandes, en fait. C'est-à-dire que le mental modélise la réalité. Si vous détruisez votre mental, vous devenez fou. Vous ne pouvez plus rationaliser votre perception de la réalité, vous ne savez plus ce que vous faites là. Comme l'ego gère la survie, si vous détruisez votre ego, vous mourrez. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est à la moindre contrariété, on saute par la fenêtre quand on n'a plus d'ego. Hein. Donc les deux ne sont pas des ennemis, mais ils doivent être à leur place. C'est tout. L'un gère la survie, l'autre gère la modélisation et la rationalisation du monde. Et c'est tout. Ce n'est pas à eux de commander. C'est d'autres niveaux qui doivent le faire. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que aussi, qu'est-ce qu'on fait en fait pour travailler là-dessus? C'est ce que nous on fait en stage, par exemple. Quand les gens disent, par exemple, je veux travailler telle chose ou j'ai telle problématique, nous, ce qu'on va leur dire, c'est ce qui est caché derrière. C'est-à-dire que ce qu'on va aller voir de suite, c'est l'intention qui est derrière. Parce qu'une fois que leur système a compris où était l'intention qui est derrière, même si eux, consciemment, généralement, ils ne comprennent plus parce que c'est glissant, l'inconscient est glissant pour le conscient, leur système profond, lui, va comprendre où est le problème d'un coup. Il suffit ensuite de leur donner les bonnes clés et ensuite, après, c'est une question de libre arbitre. C'est-à-dire, si leur système a envie de changer, il va utiliser les clés qu'il veut pour changer, c'est tout simple. Mais c'est vrai que les gens croient faire des choses ou penser des choses et c'est souvent complètement différent ce qui est derrière. C'est ça le gros obstacle à la compréhension du choix. Hein. C'est de bien comprendre que non, entre ce que vous croyez croire et ce que vous croyez réellement, il y a un grand écart. Sinon, vous vivez ce que vous croyez, de toute façon, s'il n'y a pas d'écart. Voilà. On peut peut-être, pour le choix, on est bon à peu près? Autre chose à dire? Bon, c'est pas mal. Hein? Bon, attaquer l'autorité. De toute façon. Hein. Oui, parce que c'est tout relié. Autorité, pouvoir magnétique, en fait. Donc, de toute façon, ça va être relié. Hein. Autorité, pouvoir magnétique, par où l'aborder? Déjà, on va retomber sur le pouvoir. Donc, le pouvoir, on a déjà vu le pouvoir sur l'autre, donc dans le niveau ancestral qui a généré matriarche-patriarche, ces espèces de conflits, ces luttes de pouvoir, cette jolie pyramide qui est encore là. Hein, c'est pas la peine d'essayer d'attaquer au marteau-piqueur. Elle ne s'effondrera pas, en fait. Elle va se dissoudre au fur et à mesure qu'on arrivera à positionner un vrai réseau par le réseau d'utilité, genre en fait j'essaie d'utiliser le monde en fait à ma sauce quand j'en ai besoin, un vrai réseau qui n'est pas encore du tout disponible ou vendu dans nos commerces, il n'y a pas encore la pub dessus, hein, d'accord? Donc le pouvoir magnétique, c'est quelque part le balancier en fait du pouvoir électrique, je l'appelle comme ça, c'est-à-dire la capacité électrique à comprendre le monde en fait qui est très bien perçue. Le pouvoir magnétique, c'est cette capacité à se connecter à la matière et puis quelque part à en jouir en fait. Voilà, je le mettrai là-dessus. Du coup, par le pouvoir magnétique, il y a cette capacité aussi à être capable finalement de se connecter à des choses qui sont nourrissantes au lieu d'aller chercher des choses nocives en fait. Et c'est par le pouvoir magnétique en fait qu'on arrive quand même à être guidé là-dessus en fait. C'est comme un aimant en fait. Hein. D'ailleurs le terme il est très bien. C'est-à-dire quand il est bien placé, ça va nous attirer vers des choses qu'on va avoir tendance à aimer, un aimant, ou alors à nous permettre de repousser finalement de nous en fait les choses qu'on n'aime pas. Alors, le pouvoir magnétique, encore une fois, il est relié à l'individu. C'est-à-dire que là, on est encore sur un pouvoir de ça dépend.
Ça dépend de l'individu, ça dépend du contexte, ça dépend des fois, et ça dépend des personnes. Là où on pense que le pouvoir magnétique, c'est quelque chose d'universel. Ce n'est pas universel, c'est individuel. Oui, donc en fait, moi je le définirais en passant par l'animalité, parce que les animaux Oui. sont là-dedans, sont dans le Les magnétique, ils ne animaux. sont pas dans l'électrique, ils ne sont pas en train de Cogiter. cogiter. Une chèvre, elle est attirée par ce qu'elle peut manger, repoussée par ce qu'elle ne peut pas manger. Une heure avant un tsunami, le lieu se met en répulsion magnétique, les animaux ils fuient, pendant que les humains ils réfléchissent à savoir s'il faut rester ou pas, quoi. Ils prennent des photos. Ouais, ils prennent des photos, quoi. Donc, parce que nous, on a perdu complètement cette notion de ressentir le magnétique. En même temps, le magnétique, c'est le passionnel, c'est ce qui nous passionne, nous attire de manière irrationnelle ou nous repousse de manière totalement irrationnelle. Or, les gens, quand ils cherchent le sens de leur vie, c'est là qu'il faut qu'ils le cherchent, dans ce qui les attire de manière irrationnelle ou les repousse, donc dans la passion, quoi. C'est le passionnel, en fait, qu'il y a derrière. Quelqu'un qui, tous les matins, est attiré par la montagne et l'escalade, il n'a pas besoin de se dire intellectuellement, je suis là pour escalader la montagne, quoi, il le vit. Donc le gros problème d'être que dans l'électrique, c'est qu'on perd tout le côté désir, on perd tout le côté attraction-répulsion. Comme on a tendance à castrer l'animalité parce qu'on considère que c'est pas bien d'être un animal, etc., depuis des millénaires, hein, on va commencer à considérer qu'il faut tout intellectualiser, mais du coup on vide les choses de leur sens, on vide les choses de leur goût, de leur couleur, de leur attraction-répulsion. Donc à un moment, il faut se réconcilier avec ça. Cette part de nous qui gère l'autorité, qui gère le pouvoir magnétique, gère aussi le territoire. Or, le territoire, c'est la cause de tous les problèmes quasiment mondiaux. C'est que des problèmes de territoire, c'est que des problèmes de ressources. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais traité ce problème de fond. C'est comme si on avait évolué au niveau de la tête, mais que les pieds n'avaient pas suivi, quoi. On est des singes qui se battent pour du territoire, sauf qu'au lieu de se battre avec coups de cailloux, maintenant c'est des bombes magnétiques, mais on a juste développé l'électrique, quoi. Et on a complètement oublié de faire évoluer le profil territorial. Bon, alors, de toute façon, magnétique, je vais le dire sous une autre forme, on peut l'aborder comme étant effectivement le pouvoir. Alors, ça a été exprimé comme pouvoir féminin, puisqu'on a positionné un pouvoir masculin, il a bien fallu être sur le pouvoir féminin. Donc, après, c'est pas une question de genre, en fait, pas du tout. Là, on se trompe complètement de guerre, en fait. Hein. C'est juste qu'on a mis un pouvoir intérieur, parce que ben, la femme, en termes d'incarnation, a une perception du monde qui est plus intérieure, c'est comme ça, on ne va pas se refaire. Les hommes ont une perception du monde beaucoup plus extérieure, c'est pareil, on ne les changera pas, et énergétiquement, on va le retrouver. Donc du coup, cette castration du pouvoir féminin, c'est une castration qui est dans l'humain, c'est pas la castration que de la femme, c'est la castration totale de tout ce qui peut être jouissance, qui peut être désir, qui peut être plaisir, qui peut être connexion à mère nature, à ce qui est naturel de toute façon, d'accord, et qui manque aujourd'hui dans le plan humain en fait. Après, on va pas refaire le monde en fait, hein. On va pas se dire oh là là, pourquoi on a fait ça, mais on a fait ça au démarrage par survie de toute façon, parce qu'on venait d'une époque où finalement l'humain n'était pas grand-chose en termes de survie face à tout ce qui était éléments naturels, l'ouragan, tout ça, on était des petits chimpanzés qui se battaient avec des cailloux contre la grande vague d'un tsunami. Donc, du coup, il a fallu quelque part s'adapter, trouver des réponses en termes de survie à tout ça, qui fait qu'aujourd'hui, l'humanité, elle s'en sort quand même plutôt pas mal. Maintenant, il faut remettre la conscience non plus dans la survie, mais dans le fait de vivre en fait. Voilà. Or, l'énergie du bas, c'est une énergie castrée qui a été positionnée sur, c'est là où vous trouverez dans toute la littérature, toutes les religions, les notions d'enfer, les notions d'obstacles, en spiritualité, on appelle ça le bas astral, je ne sais pas pourquoi, il y a le bas astral qui existe là. Voilà. C'est là où finalement on a mis tous nos refoulements en fait, hein, on ne savait pas, il y a le tapis de la pelouse de vos jardins, dessous vous avez enfoui tous les cadavres que vous pouviez mettre, toutes les choses que le niveau ancestral n'a pas voulu gérer, ou n'a pas pu gérer parce que c'était pas le moment, vous cherchez pas, c'est à 10 cm sous terre en fait. Et la problématique actuelle, c'est qu'on veut quelque part vivre en fait et plus survivre. Aujourd'hui, on veut se connecter à qui on est, on veut se connecter et s'enraciner en fait dans nos désirs, exprimer nos désirs. Et là, c'est le moment de régler ce niveau-là en fait. Hein. C'est-à-dire que tous les refoulements, il faut les regarder en face. Il faut regarder en face qu'on a peur d'être naturel, qu'on a peur d'être simple, qu'on a peur d'être nous-mêmes, qu'on a excessivement peur de la vie, on a très très peur, tout est une notion de danger en fait. Il faut commencer à s'adapter, à voir que le monde n'est pas si dangereux que ce qu'on nous a dit, et que sans ce monde de toute façon, on ne peut pas exister en fait, parce qu'on ne peut pas exprimer nos désirs et la réalité concrète de nos personnalités. Alors, pour revenir sur masculin-féminin, toujours dans l'autorité et le pouvoir magnétique,
Effectivement, le féminin a tendance à beaucoup plus ressentir les cycles, le naturel, de quel est le bon moment pour faire les choses dans l'espace et le temps. Hein. Là où le masculin a tendance à vouloir imposer, puisqu'il est extérieur, plutôt en pouvoir, imposer son point de vue au monde, même si c'est pas le moment. Voilà. Donc notre société, donc les deux expériences se valent, hein, elles sont juste différentes. C'est vrai que masculin, on a tendance à pas tenir compte du naturel et à dire voilà, moi je veux ça, même si c'est pas bien, je le mets là. Voilà. Donc ça, c'est notre société hein, qui est très masculine dans le fonctionnement, qui est paternaliste et misogyne. Bon, on va pas développer là-dessus, mais qui est donc dans une dominance extérieure. Donc tout ce qui est apparence, tout ce qui est je le veux, je le fais là, voilà, c'est pas le bon endroit, je m'en fous. Là où le féminin nous manque aujourd'hui, parce que comme on n'écoute plus, bah, on finit par s'apercevoir que pendant que nous on n'écoute pas et qu'on essaie de faire ce qu'on veut, bah, le monde il continue à tourner derrière nous. Et après on tombe des nues parce que on s'aperçoit qu'on n'a pas écouté, qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Quoi. D'accord. Donc on a besoin de rééquilibrer cette écoute intérieure, ce féminin, donc hein, voilà, hein, en écoutant donc les cycles naturels et les choses. Voilà. Encore une fois, c'est le moment justement de commencer. Bah tiens, on est sur la. C'est le moment en fait de remettre en lien en fait tout simplement non plus, je le redis en termes homme-femme en fait, mais en termes d'individu en fait, de remettre en lien en fait notre capacité à raisonner et notre capacité à jouir dans la matière en fait. Donc jouissance, on l'a traduit tous les deux d'ailleurs, c'est jouir de tes sens, c'est-à-dire que finalement pour atteindre ce niveau de plénitude, on a vraiment besoin en fait de se réaxer en termes de vibration corporelle, de remettre aussi sa conscience sur le corps. Alors pas le corps en termes de juste matière et incarnation, mais vraiment en termes de communication et en termes de moyens de vivre nos expériences et de se faire plaisir en fait. Hein. Je dis que déjà avant la jouissance, essayer le plaisir, ça serait quand même pas mal en fait. Alors, pour aller sur un point peut-être toujours un peu ésotérique avec moi, bon. Oui. Connaître nos vérités, c'est bien, mais on est là pour les expérimenter. Quoi. C'est pas ésotérique, ça. Non, c'est pas ésotérique. Ah, tiens, ça va. Bon, je suis ésotérique. C'est pratique, c'est pragmatique. Bon, très bien. Donc, du coup, moi, je me dis, j'ai dit un truc, ça va être perché, je sais pas. Non, c'est du pragmatique. Alors, c'est là où, justement, on va se rejoindre tous les deux. Hein. C'est-à-dire, c'est pas ésotérique, c'est du bon sens. Oui. C'est comme ça que le monde devrait marcher, je trouve. C'est-à-dire, connaître une vérité, c'est bien, mais ça vous fait une belle jambe si vous ne pouvez pas l'expérimenter. Toute la problématique est là. Or, le travers du paternalisme, c'est d'enlever l'expérience. De dire, voilà, je détiens une vérité, puis en avant. Et de ne pas dire, bah, attends, cette vérité, elle est reliée à ce que je vis, à ce que je suis, à ce que je démontre de moi. Sinon, ça n'a aucun sens. Quoi. Voilà. Donc, si par contre, on associe clairement sa vérité et sa jouissance, donc on incarne sa vérité et qu'on la vit, là, on fait grandir la conscience. Parce que c'est l'équilibre entre les deux qui fait grandir le tout. Si on n'a que l'un ou que l'autre, c'est-à-dire si on jouit des choses mais sans être dans sa vérité, ou si on est dans sa vérité mais qu'on n'en jouit pas, bah, ça ne marche pas. Donc, il y a un moment, il faut réussir à incarner ce qu'on est, hein, dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, quoi. Alors, sinon, voilà, on n'est pas obligé de s'exhiber, c'est pas la question, mais au moins d'incarner ce qu'on pense, quoi, à minima. Hein, voilà. Alors attention, parce que là, on parle de vérité. On parle de vérité, mais bien entendu, on ne parle pas de vérité en termes de dogme. Il ne s'agit pas d'incarner la vérité absolue, transcendantale de l'univers. Ça, c'est spirituel. De la 15e dimension. La 15e dimension de quoi que ce soit. En fait, votre système, il s'en fout complètement de ça. Votre ego s'en fout, votre mental s'en fout, votre être s'en fout, en fait. Les annales akashiques, moi, je les aime bien. Hein. C'est un niveau qui est sympa. C'est une méga gigantesque bibliothèque. Mais je sais pas, moi, ce qui m'intéresse, en fait, à tout moment de ma vie, c'est que le bouquin qui m'intéresse soit là, en fait. Et que ce bouquin, en fait, il me serve à quelque chose dans ma vie. Si c'est juste avoir une vérité universelle en fait qui finalement n'a aucune valeur en fait dans la résolution de mon défi, bah, c'est juste un bouquin de plus dans ma bibliothèque en fait, c'est rien de plus. Alors je vais peut-être briller en société, je vais avoir des jolis vocabulaires, je vais pouvoir être intéressant ou intéressante en fait en termes de culture, mais après la question c'est qu'est-ce que j'en fais en fait. Et si on n'en fait rien en fait, c'est juste qu'on connecte la vibration de la vérité comme étant
quelque chose d'absolu en fait, qui ne nécessite pas, on pense que ça ne nécessite pas finalement de l'incarner, donc de la mettre au banc d'essai. Alors en plus, il y a beaucoup de vérités que quand on les met au banc d'essai en plus, on s'aperçoit qu'elles ne marchent pas. Ouais. Elles ne marchent pas. Donc on n'arrive pas à les démontrer. Pour le dire peut-être un peu autrement, un peu, alors cette fois peut-être pas ésotérique, plus religieux, je vais essayer de ne pas tomber dans le trop spirituel. Bon, on est une triade, nous. Hein, on a un être, alors appelez-le comme vous voulez, mais disons on a une part de nous qui est déjà réalisée en dehors de l'expérience. Tant que la conscience n'est pas assez étendue, cette part-là, on ne l'aperçoit pas. Cet être a créé quoi? Une incarnation. Il a créé un corps et un esprit qui sont issus de l'être. Ça veut dire que votre corps et votre esprit, c'est pas des trucs jetables. Hein. Vous les réintégrez à la fin dans l'être. Hein. Donc, c'est bien de commencer à les respecter un peu. Ils ont été créés par l'être. Pourquoi? Parce que le corps peut faire l'expérience physique et l'esprit l'expérience abstraite, quoi. Là où l'être est dans l'être, c'est-à-dire il est dans un état. Donc lui, il connaît des états. Mais cet état, pour l'expérimenter, il a besoin d'un corps et d'un esprit. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il a généré les deux. Et quand le corps, l'esprit et l'être s'accordent, vous êtes relié à la part de vous qui renvoie l'état que vous voulez vivre. C'est un état de grâce pour certains de ressentir ce moment-là, où l'être en fait s'adresse à nous, où on refait le lien avec. Ce moment, on ressent en fait ce qu'on veut ressentir en tant qu'être au niveau de l'expérience. Ensuite, on la met en place à partir de notre identité, de nos désirs, de notre mise en mouvement magnétique. Donc ça se passe en bas en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une cause, un causal peut-être, ça c'est un peu théorique, mais qui vient de l'être, mais qui est réel, en tout cas pour ceux qui ont la conscience de ressentir. Et c'est réel. On ressent sa demande quelque part. Elle va passer par notre identité, notre pouvoir magnétique, qui va mettre en mouvement une expérience qui, elle, il peut y en avoir plein qui vont répondre à cet état d'être. Si l'être veut ressentir sa grandeur, il peut la faire de plein de manières. Il peut la faire en positif, en négatif. Ça va dépendre de notre choix et de notre libre arbitre, là, tout simplement. Parce que l'être s'en fout, il aura fait l'expérience. Mais la question, c'est comment vous voulez la vivre. Si l'expérience que vous voulez faire, c'est votre propre grandeur, parce que l'être peut être là-dedans. Je sais que je suis grand, mais je veux en faire l'expérience, je veux le ressentir. Donc, vous allez exprimer cette grandeur à travers ce qui vous paraît grand dans votre expérience. Votre esprit va s'accorder avec cette expérience, et quand l'être a perçu l'expérience, a vécu l'expérience, il va réintégrer ça, la conscience grandit, et on continue à avoir d'autres états d'être qui suivent. Donc, ce qui est important n'est pas le résultat, c'est le fait de faire l'expérience, quoi. Et c'est ça que notre être attend. Il n'attend pas de nous qu'on réussisse quelque chose, il attend de nous qu'on vive quelque chose, quoi. Hein? Alors, de manière un petit peu plus simple, en plus, le fait d'arriver à aller dans ce système de conscience et d'alignement fait qu'on a un résultat, en fait. Voilà, tout simplement. Le résultat, c'est tout simplement qu'on arrête de subir le monde, on arrête de subir nos vies, on arrête de subir nos choix, et puis finalement, on arrive tous à s'aligner avec, et on relève nos défis en conscience. Ça veut dire que les défis, on le voit arriver, le défi, on va le vivre, et une fois que le défi a été relevé, ce défi de vie, effectivement, on a une compréhension, on a un alignement qui continue à progresser, on a un changement, on grandit, on évolue. En fait, c'est comme ça que ça va le mieux fonctionner, en fait, sans avoir besoin de tous ces systèmes qui nous cassent, qui nous... Voilà. Voilà, donc harmoniser vérité jouissance, je pense qu'on a pas mal fait le tour. On va finir peut-être sur l'effet miroir, bon, puisque voilà. Donc on retombe du coup. Voilà, mais du coup on retombe un petit peu sur le rapport à l'autre, quoi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, comme on a déjà vu, l'autre est primordial dans notre expérience, particulièrement notre expérience humaine, qui est une expérience quand même qui passe par la sociabilité, il faut dire ce qui est, puisqu'on est des chimpanzés mutants au niveau animal, même si on n'est pas des singes en termes, on n'est pas juste des singes, on n'est pas que des animaux, mais notre animalité, elle est construite sur cette idée-là. D'ailleurs, toutes nos expériences sont sociales. Si vous regardez, on est toujours dans des groupes sociaux, on est toujours en train de chercher les coups aux autres ou de les papouiller, quoi, point, quoi. Et ça tourne quasiment qu'autour de ça en termes d'animalité. Hein. Donc l'autre, quelque part, il nous renvoie à ce qu'on est et ce qu'on n'est pas. Donc on est tous différents, on a tous une expérience différente à faire, notre être nous appartient. L'être, c'est une étincelle d'un soleil qu'on peut appeler Dieu, mais chacun a son étincelle, en tout cas, qui n'est pas la même. Et chacun a son expérience à faire. Et la somme de l'humanité fait toutes les expériences. Mais dans tout ça, si vous voulez, ça nous appartient entièrement. Et donc, pour connaître qui on est, on a besoin de voir les autres, c'est-à-dire de voir ce qui nous renvoie, dans ce qu'on veut être et dans ce qu'on ne veut pas être. On peut des fois croiser des gens et dire, voilà, moi je ne veux pas être ça. Mais c'est important parce que c'est une information très importante pour nous de savoir ce qu'on veut être ou pas être, quoi. Hein.
Oui, alors donc du coup, l'effet miroir, alors en termes de méthode, au démarrage, quand on commence à rentrer dans la perception du monde en termes de conscience, effectivement, on a l'impression que le monde, ben, c'est nous et qu'il nous ressemble vachement en fait. Mais c'est juste qu'en fait, on regarde au travers de nos structures et on va regarder les structures les plus importantes. Donc effectivement, il y a bien au démarrage quelque chose qui est de l'ordre de la reconnexion au monde, en fait, qui se fait naturellement, où on a l'impression d'arriver à s'identifier partout, en fait. Voilà. Alors, les limites, hein, c'était la question de l'effet miroir, et ben, c'est l'individu. C'est-à-dire, vient un moment où la conscience est suffisamment développée, suffisamment affirmée, épanouie, et effectivement, on va ressentir au fond de nous ce besoin de s'affirmer au travers de notre individualité, et auquel cas l'effet miroir ne marchera plus en fait, hein. Tout simplement parce qu'on arrive sur des structures qui se sont beaucoup affinées, on commence à regarder au travers de notre propre structure personnelle, donc on va moins avoir cet écart en fait, on a moins besoin aussi de se rencontrer au travers du monde, on va avoir besoin de se mettre en relation avec ce monde, et bien là c'est comme dans la communication, si l'autre ça reste soi ou un miroir de soi et que c'est pas la nôtre, la communication, bah, elle est super ennuyeuse en fait, puisque ça reviendrait à se parler constamment à soi-même. Or des fois, on a besoin de gens qui ont d'autres points de vue, sur un contexte qui emmène une autre énergie, une autre émotion au contexte. Et ça va nous permettre en fait de fonctionner plutôt par contexte et par, moi j'appelle ça par écho, par vraiment une résonance en fait. Ça va nous emmener à se remettre en question et à changer sa perception sur le monde en fait, à s'interroger vraiment clairement. Je me mets dans un contexte dans lequel j'ai l'habitude d'être triste et puis d'un coup je rencontre quelqu'un qui est joyeux. Ben finalement, ça interroge beaucoup